Voilà, donc nous abordons aujourd'hui la dernière partie du cours sur la complexité. Nous nous intéressons plus particulièrement à la classe NP. Nous introduisons alors deux classes, la NP, la classe NP complet et la classe NP difficile. Ceci est possible grâce à la notion de réduction que je vais introduire préalablement. Donc, deux parties couvrent cette troisième partie, donc réduction polynomiale et la NP complétude. D'abord, on va définir la notion de réduction. Donc, la réduction, d'une manière générale, permet de comparer des problèmes entre eux. Donc, on dit qu'un problème A se réduit à un problème B. C'est une solution pour B. Si on a une solution pour B, on a aussi une solution pour A. Donc, c'est une transformation de problème à problème. Donc, nous dirons ainsi que le problème A n'est pas plus difficile que le problème B. Donc, si on arrive à faire une telle réduction. Donc, un exemple très simple. Je prends le problème A, multiplication de deux nombres. Le problème B, élevé au carré, additionné et divisé. Donc, on fait trois choses simultanément. Donc, on constate que le produit AB est égal à A plus B au carré moins A2 moins B2 sur 2. Donc, ça, c'est une formule mathématique. Donc, on peut, de cette manière, se ramener de la multiplication de A par B à ces opérations. Donc, on élève au carré, on additionne et puis on fait la division. Donc, on se ramène à un autre problème. Donc, ainsi, pour calculer donc, le produit AB, donc il suffit d'effectuer trois additions. Voilà, donc vous avez ici trois additions, plus, moins et moins. Trois élévations au carré. Donc, vous avez A plus B au carré, A2, B2, et vous avez une division par 2. Donc, on se ramène de la problème de la multiplication classique à cet ensemble d'opérations qui font la même chose. Voilà, donc on peut définir la réduction de cette manière. Donc, on définit donc plus formellement la notion de réduction polynomiale. Donc, on rajoute le terme polynomial. Voilà. Donc, une réduction, elle permet de ramener la décidabilité d'un problème à celle d'un autre problème. Le but, c'est ça. Donc, elle fait correspondre à une instance du problème A, une autre instance du problème B avec la même réponse et surtout, donc, calculable en temps polynomial. La réduction, c'est-à-dire la transformation, elle est faite de manière polynomiale. Donc, on peut la définir mathématiquement comme suit. Donc, sachez qu'à tout problème, on associe un langage. Donc, si je prends le problème A codé par le langage LA sur un alphabet, sigma A, je prends un autre problème qui est codé par le langage LB sur l'alphabet sigma B. Donc, on définit la réduction polynomiale de A à B comme une fonction de sigma étoile dans sigma étoile B, calculable en temps polynomial, donc par une machine de Turing, telle que, donc si vous prenez donc, une chaîne dans le langage LA, f de cette chaîne appartient à LB. Et donc la notation qu'on utilise, c'est A se réduit polynomialement à B. Voilà, donc comment on définit la réduction polynomiale. Voilà, donc il y a la transformation. Donc exemple de problème. Donc SAT se réduit à 3 SAT, donc on a déjà défini ces problèmes. Ils sont dans la classe NP.
Donc, SAT peut se réduire polynomialement à 3 SAT et 3 SAT peut se réduire polynomialement à clic. Donc, nous développerons ces réductions par la suite. Donc, quelques théorèmes sur la réduction polynomiale. Donc, d'abord, la relation réduction polynomiale, c'est un préordre. Donc, c'est une relation qui est réflexive et qui est transitive. Donc, si L1 se réduit à L2 polynomialement et si L2 se réduit à L3 polynomialement, donc on peut dire que L1 se réduit polynomialement à L3. Donc, c'est ce qu'on appelle un préordre. Donc, vous avez la transitivité. Donc, l'équivalence de deux problèmes. Donc, deux problèmes sont équivalents polynomialement si vous avez la réduction dans les deux sens. L1 se réduit à L2 de façon polynomiale et L2 se réduit à L1 aussi de façon polynomiale. Donc, quelques résultats. Donc, si L1 se réduit à L2 et si L2 est dans P, donc c'est la classe P, alors L1 appartient aussi à la classe P. Donc, la même chose, si L1 se réduit polynomialement à L2 et L1 n'est pas dans P, L2 n'est pas non plus dans P. Donc ça, c'est des théorèmes sur la réduction polynomiale. Donc on a les mêmes résultats si on remplace la classe P par la classe NP. Donc on va s'intéresser plus précisément donc, à l'équivalence SAT-3 SAT. Et on va montrer donc comment se fait la réduction polynomiale. Donc, pour pouvoir faire cette équivalence, donc il faudra définir ce que c'est que SAT. Il faudra décrire aussi 3 SAT, c'est les deux problèmes en question. Il faudra montrer que SAT se réduit polynomialement à 3 SAT et que 3 SAT se réduit polynomialement à SAT. Donc, il se trouve que de 3 SAT à SAT, c'est une transformation qui est triviale. Donc, vous allez voir pourquoi par la suite. Parce que si on a 3 SAT, c'est déjà une formule SAT. Donc, il n'y a pas vraiment une transformation à faire. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette transformation. Voilà, donc, on va définir donc, de quoi il s'agit et ensuite, on va faire la réduction. Donc, on rappelle SAT. Donc, étant donné une variable booléenne et une formule de la logique qui est exprimée sous forme normale conjonctive, c'est-à-dire donc vous avez donc un produit de somme, donc c'est D et de OU. Voilà, donc le plus c'est le OU, et là vous avez des produits. C'est ce qu'on appelle une forme normale conjonctive. Et là, c'est ce qu'on appelle les clauses. Voilà, donc ici vous avez par exemple 4 clauses. Voilà. Donc c'est un produit de clauses. Et à l'intérieur d'une clause, vous avez donc une disjonction, c'est DO. Et donc là, vous avez des variables et le prime désigne la négation. Voilà. Donc le problème, il est le suivant. Est-ce qu'il existe une affectation aux variables, des valeurs donc vraies et faux, qui rend la formule satisfiable? Voilà, d'où le terme satisfiabilité. 3 SAT, donc c'est exactement la même chose que SAT, sauf que dans chaque clause, il y a exactement 3 littéraux, 3 variables par clause. D'accord? Donc, ce qu'on avait avant, donc par exemple ici, vous avez une clause de 2. Donc, elle n'est pas SAT 3. Elle n'est pas SAT 3. Parce que SAT 3, on doit avoir 3 variables. Chaque clause. Voilà. Donc,
Donc, 3 SAT, c'est ça. Donc, la même chose, c'est le même problème. Est-ce qu'il existe une affectation de valeurs vraies et faux aux variables qui rendent la formule satisfaisante, c'est-à-dire vraie. Donc, voici un exemple de 3 SAT. Donc, la réduction SAT 3 SAT consiste à transformer, si vous voulez, les clauses d'une variable ou les clauses de deux variables ou les clauses de k variable, k supérieur à 3, de les transformer en clauses de 3 variables. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire transformer une formule SAT en une formule 3 SAT. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réduction. Et il faut que cette transformation se fasse de manière polynomiale. C'est-à-dire avec un algorithme appartenant à la classe P, donc algorithme simple. Voilà, donc soit F une formule booléenne sous forme normale conjonctive. Voilà, donc vous avez un produit de clauses. Produit de clauses, c'est des DE. Et chaque clause, CI, c'est une disjonction, c'est DU. Chaque clause est une disjonction de littéraux. Voilà, donc, exemple d'une formule SAT. Donc, il faudra remplacer chaque CI qui ne contient pas exactement 3 variables. Il faut la remplacer par une clause avec au plus 3 littéraux. Voilà le problème. Donc, dans le cas où k égale 1, donc il faudra transformer chaque clause de cette forme-là, par exemple. Il faudra la transformer de cette manière. Voilà. De cette manière, donc on aura 4 clauses d'exactement 3 variables. Donc ça répond au critère 3 SAT. Voilà. Donc on démontre que CI égale X est équivalent à tout ça. C'est-à-dire on rajoute 2 variables A et B et on prend tous les cas possibles. A et B, A et non B, non A et B, et non A et non B. Donc si vous développez ça, vous calculez, vous allez trouver X. Pour k égale 2, donc il faudra transformer chaque clause de la forme X ou Y. Donc il faut la rendre avec 3 variables. Donc on rajoute une variable CI et ça devient ça. Voilà. Donc ça, on peut faire le calcul. Ça demande plus de calcul. Voilà, donc un calcul pour ça. Donc je remplace le OU par plus. Donc vous avez ce produit. On calcule le produit. Donc X par Y, XY, X par C', ensuite Y multiplié par tout ça, la deuxième ligne qui est là, et ensuite C multiplié par tout ça. Donc on obtient ça. Ensuite, il faut faire des simplifications. Par exemple, C multiplié par C' est égal à 0, puisque l'un est la négation de l'autre. Si vous avez X C' plus Cx, vous pouvez mettre X en facteur et vous aurez X facteur de C' plus C. Mais C' plus C est égal à 1. Donc, cette somme est égale à X. La même chose pour YC' et CY. C'est égal à Y. Voilà, donc on obtient une nouvelle formule. Donc, XX, c'est X. On garde XY. Ça a été éliminé avec ça. On obtient X. La même chose, donc YX. YY, c'est Y. Et YC', donc on peut le simplifier avec CY, dans Y. Voilà, donc on continue à développer. X plus X, c'est X. Et X plus Y, donc on élimine, là vous avez le double. Ensuite, là, on peut mettre en facteur le Y. Y égale 1 plus X.
Donc, quelle que soit la valeur de x, le résultat c'est 1, donc ça donne x plus y. Donc, on a bien montré que ça est égal à ça. Donc, on rajoute. Et vous pouvez faire le même calcul là, pour cette expression, sauf que, bon, ça demande plus de lignes, et vous aurez montré que ça, c'est bien égal à ça. Voilà. Donc, si on a une clause composée d'une variable, donc on peut la transformer avec des clauses de 3 variables. Si on a une clause de 2 variables, on peut rajouter. Donc, on aura 2 clauses, le produit de 2 clauses de 3 variables. Maintenant, le cas le plus difficile, c'est quand K est supérieur à 3. Voilà. Quand K est supérieur à 3, donc on va remplacer chaque clause, on va la remplacer par cette formule-là. Donc, par un produit de clauses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on rajoute des variables. Y, Y1, Y2, Y, K-3. Donc, on rajoute K-3 variables. Donc là, Y', c'est la négation de ça. Voilà. Voilà. Maintenant, il faudra montrer ça. C'est-à-dire, si C est satisfiable, vrai, cela donc implique que C0 est satisfiable. Et dans les deux sens, si C0 est satisfiable, C est satisfiable. Voilà. Donc, il faut arriver à montrer ça. Donc, si on arrive à montrer, ça veut dire que l'on a remplacé une clause avec plus de 3 variables, on va la remplacer avec un produit de clauses, mais de 3 variables uniquement. Voilà. Mais donc, il faudra montrer cette équivalence. Bon, bien sûr, ça, c'est un résultat mathématique. Donc, nous, on va quand même faire la démo pour montrer que c'est bien égal à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est zéro satisfiable. C'est zéro satisfiable veut dire qu'il existe une affectation aux variables Y1, Y2 jusqu'à YK-3, telle que toutes les clauses soient satisfaites. Parce que là, vous avez un produit. Donc, si vous avez un produit, il faut que chaque terme soit égal à 1. Voilà. Donc, s'il existe une affectation aux variables Y1, Y2, Y-K3, telle que la relation est vraie, on dira que c'est 0 est satisfiable. Voilà. Donc, faisons la démonstration dans les deux sens. Voilà. D'abord, donc, on va montrer que C0 satisfiable entraîne que C est satisfiable. Donc, C0, donc on démarre de cette formule. Donc, C0 satisfiable, donc cela suppose que toutes les clauses sont vraies. Voilà. Donc, supposons que toutes les clauses soient tous satisfaites, donc au moins un des littéraux doit être vrai. Donc, on fait une démonstration par la suite. Donc, regardez. Voilà. Donc, pour que l'expression qui est là soit vraie, il faut que au moins un des littéraux x1 jusqu'à x1 soit vrai. Si ce n'est pas le cas, donc supposons qu'ils sont tous égaux à faux, dans ce cas, y1 doit être vrai pour que ce terme soit vrai. Et comme ici, ça c'est la négation, donc ça c'est faux, x3 on a supposé faux, donc y2 doit être vrai. Donc y1 vrai, y2 vrai. De proche en proche, y3 doit être vrai. Mais le dernier, il est faux. Voilà, donc on tombe sur une contradiction et donc on doit avoir au moins un littéral qui est égal à vrai. Et si vous avez un seul littéral qui est égal à vrai, ça veut dire que l'expression ici, elle est vraie puisque c'est des ou. Donc voici la démonstration de C0 satisfiable entraîne C satisfiable. Voilà, l'implication est donc montrée. Maintenant, dans le deuxième sens, donc on part de C satisfiable, voilà, de là.
Donc on suppose que ça c'est satisfiable. Il faudra démontrer ça. Donc là, la même chose, regardez, si c'est satisfiable, il doit exister au moins un cas tel que xk égale vrai, parce que ça c'est une somme. Donc il y a au moins, voilà, il existe au moins i tel que xi égale vrai. Et dans ce cas, il faut trouver une affectation convenable pour les y qui rendent la clause, qui rendent donc l'expression C0 vrai. Voilà. Donc il existe au moins un xi qui est vrai. Dans ce cas, voilà qu'est-ce qu'il faudra faire. y1, y2 jusqu'à y-2. Il faudra les poser à vrai et le reste à faux. Et ça donne une formule qui est vraie. Donc, regardez par exemple, supposons que c'est x4 qui est vrai. Dans ce cas, et les autres sont faux, x1, x2, x3 sont faux. Donc, x4 est vrai. Dans ce cas, on va donner à y1 et y2 la valeur vraie, donc ce qui rend ces termes vrais. Et les termes qui viennent après, on va leur donner la valeur faux pour les y. Et là, donc, ça va donner une formule qui est C0 qui est vraie. Voilà. Donc, c'est garanti que les clauses de C0 soient vraies. Voilà, donc on a fait la démonstration dans les deux sens et on a donc montré que SAT est bien réductible en 3 SAT. Donc, toute formule SAT peut être transformée en une formule 3 SAT. Voilà, donc en termes techniques, on dira que SAT se réduit polynomialement 3 SAT. Et la transformation, elle se fait donc de manière polynomiale. Donc, il suffit de remplacer des clauses, hein, donc ça, avec des algorithmes simples appartenant à la classe P. Deuxième exemple que l'on va voir, c'est 3 SAT. Est-ce qu'il se réduit à clic dans les deux sens? Voilà, donc pour étudier cette équivalence, donc la même chose. Il faudra étudier SAT, il faudra étudier la clique, ensuite faire la réduction 3 SAT, comment on passe à la clique, et clique, comment on passe à 3 SAT. Voilà, donc on a déjà fait la description de 3 SAT, donc on rappelle ici. Clique dans un graphe, là aussi, donc c'est un clic de taille K, c'est un sous-ensemble W de cardinalité K, nombre d'éléments K, de l'ensemble des nœuds, tels que deux sommets quelconques sont reliés par une arête. Voilà, donc en bleu, vous avez donc ce qu'on appelle une clique. Voilà. Donc il faudra faire la correspondance entre une formule 3 SAT et la clique, et de faire la transformation, comment passer d'une formule à une clique et d'une clique à une formule. Voilà, donc là je vais essayer d'aller un peu vite. Donc on prend une instance phi de 3 SAT, donc c'est-à-dire une forme normale conjonctive, et que chaque clause contient 3 littéraux. Voilà, donc voici un exemple. Donc une formule avec K clause. On numérote les variables à l'intérieur de la clause, donc L1, L2, L3, etc. Voilà. Donc jusqu'à L3. Donc à partir de cette clause, donc on peut construire un graphe. Donc on introduit le graphe suivant. Donc on prend toutes les variables. Chaque variable, c'est un nœud du graphe. Et on va les relier de cette manière. Donc, deux sommets sont reliés par une arête s'ils n'appartiennent pas à la même clause. Donc, par exemple, on ne peut pas relier L2 avec L3. On ne peut pas relier L6 avec L4. Et s'ils ne sont pas contradictoires. Donc, si L5, par exemple, c'est la négation de L2, il ne faut pas qu'il y ait une arête entre L2 et L5. Voilà, donc, voilà comment on va construire le graphe. Donc, l'ensemble des arêtes, il sera défini formellement comme suit. C'est l'ensemble des sommets, tel que entier de i-1 sur 3 est différent de entier de j-1 sur 3. Donc ça exprime le fait que
on ne peut pas avoir deux sommets dans la même clause qui soient reliés entre eux. Et la deuxième, donc c'est la deuxième contrainte. Il ne faut pas qu'ils soient contradictoires. Donc on ne peut pas relier, par exemple, une clause X à la clause non X, à la variable non X, pardon. Voilà. Donc ici, vous voyez que le numéro de la clause, il est défini par cette expression. Voilà. Par exemple, là, vous prenez i égale 1, i égale 2 ou i égale 3. Pour ces trois valeurs, vous allez trouver 0. Vous faites 4, 5 et 6, vous appliquez la formule, vous allez trouver 1. Donc, de cette manière, les clauses seront numérotées. C'est la clause 0, la clause 1, jusqu'à la clause K-1. Voilà. Donc, un exemple, si je prends la formule 3SAT qui est là. Donc, voilà, donc vous voyez, on met tous les sommets, toutes les variables, ça sera les sommets du graphe. Voilà. Donc là, X bar, c'est la négation. Hein. Voilà. Donc vous voyez, on ne peut pas relier donc des variables entre elles, s'ils sont dans la même clause. Donc vous voyez, il n'y a pas d'arc. Et par exemple ici, X1 bar, on ne peut pas les relier. Ils seront contradictoires. Voilà. Et donc, vous voyez, donc, on peut donc dessiner donc, un graphe. Donc la question elle est la suivante. Si phi est satisfiable, G contient une clique de taille K. Voilà ce qu'il faudra montrer. Pour faire la réduction 3SAT vers clique, donc une transformation. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est de la clique. Si vous avez une clique, il faut montrer que vous pouvez avoir une formule satisfiable. Voilà. Donc, remarque, comme deux littéraux d'une même clause ne sont jamais reliés par une arête, donc là, vous allez avoir une clique, elle peut contenir au plus un littéral par clause. Voilà. Et elle est de taille K, puisque vous avez K clause. Voilà, donc démonstration. Donc là, je rappelle la formule 3SAT. Montrons que phi satisfiable entraîne G contient une clique de taille K. Donc là, c'est presque évident. Donc, vous allez voir. Donc, il existe une affectation des variables telles que phi est la valeur 1. Donc, cela signifie qu'au moins un littéral par clause a la valeur 1. Donc, on va choisir un tel littéral dans chacune des clauses. Et ça va former un ensemble de cas littéraux. Et ces cas littéraux, donc il est tout à fait naturel. Donc, ça va former une clique par définition. Voilà. Donc, comme tous ces littéraux valent 1, deux d'entre eux ne peuvent pas être contradictoires. Et par conséquent, donc, ils ne sont pas reliés par des arêtes. Donc, vous avez une clique de taille K dans G. Voilà. Donc, on part de là. Phi est satisfiable, il existe une affectation. Donc, ça, puisque phi est satisfiable. Donc, on prend cette affectation. Voilà. Donc vous avez un littéral par clause qui a la valeur 1. Et on prend donc ces littéraux dans chacune des cases. Et ces littéraux, donc, on peut les relier entre eux. Ils ne sont pas contradictoires. Et donc, ça, on obtient une clique. Voilà. Donc, l'inverse, clique vers 3SAT. Donc, on part de G contient une clique de taille K. Il faudra montrer que phi il est satisfiable. Voilà, la même chose. Donc, comme les littéraux d'une même clause ne sont pas reliés, la clique, elle contient un littéral dans chaque clause. Voilà, donc on a une clause, donc on prend un littéral. Hein, et ensuite, il faudra trouver une affectation. Voilà, donc il faudra montrer qu'on peut trouver une affectation variable L1, L2 jusqu'à LK qui rend la formule vraie. Voilà. Donc chaque littéral de cette clique est égal soit à XI, soit à non XI. Si XI
Donc, on donne à xi la valeur 1, mais si vous avez non xi, on donne à xi la valeur 0. Voilà, donc, de plus, comme tous les littéraux sont reliés par une arête, ils ne sont pas contradictoires par construction. Donc, cela veut dire que deux littéraux quelconques de la clique, soit ça concerne deux variables distinctes, avec i différent de j, ou bien ça concerne la même variable. Mais dans ce cas, on doit imposer la même valeur à x. Et de cette manière, on obtient une affectation cohérente aux variables L1, L2, etc. Voilà. Et on peut donner n'importe quelle valeur aux autres variables. Et la formule reste vraie, puisqu'on a déjà trouvé une affectation pour L1, L2 jusqu'à Lk. Donc, quelle que soit la valeur des variables qui sont là, hein, puisque là, vous avez des sommes, donc vous avez la formule qui est satisfaite. Voilà. Donc, la réduction. Voilà. Maintenant, donc, on peut passer à la définition de la MP complétude. Donc, la MP complétude, elle est définie avec la réduction. Donc, un problème est dit NP complet. C'est un problème parmi les plus difficiles de la classe NP. Donc, c'est un sous-ensemble de NP avec des caractéristiques intéressantes. Donc, un problème A, il est dit NP complet. D'abord, il faut qu'il soit dans NP. Et tout problème de NP se réduit à. Vous voyez, c'est une condition très forte. C'est-à-dire que tous les problèmes de la classe NP se réduisent vers A. Donc, si vous avez une telle situation, on dira que A est NP complet. Voilà. Donc, le problème qui semble difficile, c'est celui-là. C'est-à-dire comment montrer que quel que soit le problème de NP, il est réductible en A. Voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas la première condition, mais uniquement la seconde, on dit que le problème est NP difficile. Donc, vous avez cette classification. Vous voyez, vous avez l'ensemble P qui est inclus dans NP. Donc, bien sûr, là, il y a toujours le problème P égale NP, mais c'est-à-dire la plupart des chercheurs pensent que P, il est inclus dans NP. Donc, vous avez P, vous avez NP, et vous avez la classe des problèmes NP complets. Voilà. Donc, un problème NP complet, donc il appartient à NP, vous voyez, il est dans NP, et il a en plus cette propriété. Tout autre problème de la classe NP se réduit vers A. Voilà. Donc, vous avez P, c'est facile, NP, c'est moyen, NP complet, il est difficile, et vous avez NP difficile, il est encore plus difficile. Voilà, donc vous avez cette classification avec en plus donc, cette classe NP complet et la classe NP difficile. Voilà, détaillons un peu plus ces classes-là. Donc, il y a eu un résultat remarquable en 1971 par Stephen Cook qui montre le premier problème NP complet. Donc, le premier problème NP complet qui a été montré, c'est le problème SAT. Alors, comment il a fait? Donc, il a fait une démo. Il a utilisé la machine de Turing. Voilà, donc, pour plus d'informations, vous pouvez récupérer cette démo. Hein. Donc, elle existe sur Internet. Donc, il travaille sur la machine de Turing. Il démontre que tout problème de la classe NP, c'est-à-dire tout problème
résolu de manière non déterministique par une machine de Turing se réduit à une formule SAT. Voilà. Et de cette manière, voilà qu'est-ce que ça veut dire. Tous les problèmes de la classe NP se réduisent à SAT. Donc ensuite, par la suite, donc, sont apparus des théorèmes. Donc tous les problèmes NP complets sont équivalents. Voilà, donc finalement. Donc un chercheur, Karp, 1972, donc il s'est intéressé à ces problèmes NP complets. Donc il a recensé 21. C'est des problèmes très connus dans la théorie des graphes, tels que SAT, 3SAT, Knapsack, Lacnic, Vertex, Cover, etc. Et actuellement, donc, il existe des milliers de problèmes NP complets, plus de 3000. Voilà. Donc, un théorème important, tous les problèmes NP complets sont équivalents. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre et vice-versa. Donc, notre théorème, si B est NP complet et si B se réduit polynomialement vers A, alors A est NP difficile. Voilà. Donc, ça, c'est un théorème. Donc, si B est NP complet et si B se réduit à A, alors A est NP difficile. Donc, c'est facile de faire cette démonstration. Donc, on fait un rappel d'abord. A est NP difficile. Quel que soit X de NP, X se réduit à A. Ça, c'est la définition de NP difficile. Donc, voici la démo. Donc, puisque B, il est NP complet, donc on a, pour tout problème C de NP, C se réduit à B. Mais comme par hypothèse, vous avez aussi B qui est NP complet, qui veut dire que vous avez en plus B qui se réduit à A. B se réduit à A. Et donc, vous faites la transitivité, vous obtenez C se réduit à A. Donc, tout problème C de NP peut se réduire à A. Donc, ça veut dire que A est NP difficile. C'est la formule qui est là. Voilà. Donc, ça, cette proposition a une conséquence très intéressante. Donc, regardez. Donc, on peut redéfinir la NP complétude de la manière suivante. Donc, A est dit NP complet si A, il est dans NP. Et il existe un problème dans NP, un problème B dans NP. Donc là, c'est NP complet. Donc, il y a une erreur. Il existe un problème B dans NP complet. Donc vous voyez ici, c'est NP complet. Tel que B se réduit à A. Voilà. Donc, on simplifie la définition de la complétude. Donc, avant, la complétude, elle était définie. D'abord, on a toujours la première condition, mais notre condition, quel que soit le problème de NP, il se réduit à A. Maintenant, il suffit de prendre un seul. Il existe un seul problème P, B, mais seulement NP complet. Voilà, donc, définition donc, plus intéressante, qui a des conséquences importantes. Pour montrer qu'un problème A est NP complet, consiste à montrer d'abord qu'il est dans NP. Voilà, on montre d'abord qu'il est dans NP. Ensuite, on montre qu'il existe un problème B dans NP complet. Donc là, il faut corriger, NP complet, qui se réduit à A. Voilà. Donc, ça devient plus facile. Donc, ce qui a été difficile, c'est de trouver le premier problème NP complet. Donc, ça a été fait par le chercheur Cook. Ensuite, les autres deviennent simples. Pourquoi ça devient simple? Parce qu'il faut partir de SAT. Il faut partir de SAT et découvrir les autres. Voilà. Donc, pour montrer qu'un problème est NP complet, donc on montre d'abord qu'il est NP. C'est-à-dire qu'il peut être vérifié en temps polynomial. On prend une solution, elle est vérifiable en temps polynomial. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, il est dans NP. Et de plus, on prend un problème dans NP complet qui est connu, et ensuite on fait on montre que ce problème se réduit à A. Voilà.
Donc, les autres problèmes qui sont apparus par la suite, les autres problèmes NP complets, ils étaient beaucoup plus faciles que celles découvertes par Stephen Cook, qui a trouvé le premier, avec un procédé différent, en utilisant la machine de Turing. Donc, pour faire la preuve de la NP complétude d'un langage ou d'un problème, il suffit de dérouler les étapes suivantes. Donc là, on donne plus de détails. Donc, montrer que A, il est dans NP. Voilà. Donc, comment? C'est deviner une réponse et la vérifier en temps polynomial. C'est la définition de la classe NP. Choisir un langage NB complet. Donc, on prend un langage NB complet qui peut être réduit à A. Voilà. Donc, c'est ça le plus important à trouver. Et décrire la fonction de réduction, comment on passe, fonction de réduction. Il faut que cette fonction, donc, assure deux choses. Si x appartient à B, f de x doit appartenir à A. Et inversement, si f de x appartient à A, il faudra montrer que x appartient à B. C'est-à-dire la réduction, elle est valide. Et surtout montrer que f est calculé en temps polynomial. Donc, ce qui qualifie le P qui est là. Réduction polynomiale. Donc, voilà donc, comment on fait si on a prouvé la NP complétude d'un problème. Donc, si on revient à la question P égale NP, Stephen Cook, il a facilité le problème. C'est-à-dire que maintenant, le problème, il est simple, il est devenu le suivant. Donc, au lieu de montrer que tout problème de NP est dans P, tout problème, il y a des milliers de problèmes, des dizaines de milliers de problèmes NP. Donc, au lieu de prendre tout problème, il suffit de prendre un seul. Il faut montrer qu'un seul problème NP complet est dans P. Parce que problème NP complet, donc tous les problèmes NP se réduisent à NP. Donc, pour montrer que P égale NP, il suffit de prendre un seul. Donc, par exemple, vous prenez SAT et vous montrez qu'il existe un algorithme polynomial pour le résoudre. Maintenant, il est dans P. Voilà, donc la question P égale NP, elle est reformulée de cette manière. Donc, prendre un problème NP complet et montrer qu'il a une solution algorithmique polynomiale. Voilà, des exemples de problèmes NP complets. Donc, pour terminer, donc vous avez le fameux problème du sac au dos. On a un ensemble d'un élément. Voilà, donc c'est un problème qui est NP complet. Voilà, problème NP complet. Vous avez subset la somme étant donné un ensemble d'un entier. Est-ce qu'il existe un sous-ensemble dont la somme des éléments est égale à B? Problème NP complet. Problème de la partition. Étant donné un ensemble d'un entier, peut-on le partitionner en deux classes de même somme? Donc, rappelez-vous, j'ai déjà introduit ces exemples quand on a présenté la classe NP. Donc là, il se trouve que c'est des problèmes NP complets. Le cycle hamiltonien, donc on a un graphe, il faut trouver un cycle. Donc, un cycle dans le graphe qui visite chaque nœud du graphe exactement une fois. Voilà. Cycle hamiltonien. Color, problème de color. Donc, colorer un graphe de telle sorte qu'aucune arête n'ait les extrémités de la même couleur. Trois colors, donc c'est coloré avec uniquement trois couleurs. Donc, tous ces problèmes sont dans la classe NP. D'abord, ils sont faciles à vérifier qu'ils sont dans la classe NP. Donc, il suffit de prendre des candidats et d'appliquer un algorithme qui vérifie. Donc, on peut vérifier, mais on ne peut pas trouver. Indépendante set, ça c'est un autre problème. Donc, étant donné un graphe et un entier,
est-ce qu'il existe un ensemble indépendant de taille supérieure à K, c'est-à-dire un sous-ensemble W ayant au moins K nœuds de telle sorte qu'aucune paire de nœuds soit reliée par un arc dans E. Voilà un exemple. Donc, vous voyez, c'est des nœuds qui sont indépendants, ils ne sont pas reliés entre eux. C'est ce qu'on appelle l'ensemble indépendant. Voici un autre exemple, ce qui est en rouge. Ils ne sont pas reliés entre eux. Voilà. Donc, il se trouve que c'est un problème qui est NP complet. Un autre problème connu du vertex cover, c'est-à-dire est-ce qu'on couvre tous les nœuds d'un graphe. Donc, vous voyez, donc avec le sous-graphe A, B, F, D, par exemple, on couvre tous les nœuds. C'est-à-dire, si je prends A, j'ai A et E. Si je prends B, j'ai B et C. C'est-à-dire qu'avec les nœuds A, B, D, F, on atteint tous les autres nœuds du graphe. C'est ce qu'on appelle vertex cover. On couvre tous les nœuds du graphe. Voilà. Donc, pour résumer, pour montrer la NP complétude de X, sachant que X il est dans NP, il faudra utiliser la réduction Y. Par exemple, pour montrer que 3 SAT est NP complet, il suffit de montrer que SAT se réduit à 3 SAT, sachant que 3 SAT il est déjà dans NP. Pour montrer par exemple que color est NP complet, donc on utilise la réduction 3 color se réduit polynomialement à color. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la NP complétude. Exemple maintenant de problème NP difficile. Donc on rappelle NP difficile, si B est NP complet et B se réduit à A, alors A est NP difficile. C'est-à-dire que pour les problèmes NP complets, vous avez l'appartenance du problème à la classe NP. Mais là, pour les problèmes NP difficiles, vous n'avez pas l'appartenance à la classe NP. Par exemple, le problème TSP, problème du voyageur du commerce. Est-ce que G contient un cycle hamiltonien de poids minimal? Ouais, donc là, si on veut trouver, ça devient un problème d'optimisation, rappelez-vous. Mais là, si on pose la question, donc il y a une réponse oui ou non, ça devient un problème de décision. Donc, est-ce que G contient un cycle hamiltonien de poids minimal? Donc là, vous voyez, il n'est pas dans MP. On ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier qu'il est de poids minimal. Sauf s'il faudra prendre en compte toutes les permutations possibles. Donc, voici un problème qui n'est pas NP complet. Donc, on dit qu'il est NP difficile. Puisque vous avez effectivement la réduction, par exemple, Hamilton se réduit à TSP, mais vous n'avez pas, mais il n'est pas dans NP. Pas vérifié. Il n'y a pas un algorithme polynomial qui vérifie une solution, si elle est bonne. Parce que là, vous voyez, c'est le poids minimal. Donc, la même chose pour le problème vertex cover, si on s'intéresse à la taille maximale. Donc, problème d'optimisation. Est-ce qu'il existe un sous-ensemble de taille maximale? Donc, on peut vérifier, mais seulement pour dire que c'est la taille maximale, ça, c'est pas évident. Il faudra considérer tout. Donc, la même chose. Vous avez la réduction, elle existe. Donc, on peut faire clic vers vertex cover, mais pas dans un P, tel que défini, bien sûr, ici. La même chose pour color. Est-ce qu'il existe un minimum de couleurs? Est-ce qu'on peut colorer avec un minimum de couleurs? Donc là aussi, ça devient un problème d'optimisation. Voilà, donc trouver minimum. Donc ça, c'est pas évident. Donc on a cependant la réduction, mais seulement color n'est pas dans NP, tel que c'est posé ici. Parce qu'il n'y a pas un algorithme qui vérifie si c'est bien le minimum. Il peut vérifier que c'est bon, il y a une bonne coloration, mais il ne peut pas vérifier en temps polynomial
que c'est le meilleur, c'est avec un minimum de couleurs. Donc, exemple de problème, donc regardez, qui ne sont ni dans MP complet, ni dans MP difficile. Donc, il y a le fameux problème de la factorisation en nombre entier. Décomposition d'un nombre en nombre premier, par exemple, ou là en nombre entier. La même chose, factorisation. Donc, bien sûr, il s'agit de la factorisation d'un très grand nombre, de grands nombres avec des centaines de bits. Donc, ce problème-là, donc il figure dans les algorithmes de cryptage-décryptage, et en particulier le code RSA. Et il est connu de complexité exponentielle. Donc, sachez que dans la théorie des nombres, donc, il y a un algorithme, l'algorithme le plus efficace qui permet de faire la factorisation. Il a été conçu vers les années 91. Il factorise des entiers supérieurs à Rx. Donc, avec la puissance ici qui est une grande valeur. Donc, R petit. Donc, R petit et X grand. Voilà, comme vous avez X en exposant. Donc, c'est un très grand nombre. Donc, la complexité pour factoriser un nombre n, donc n, si vous prenez un nombre n, donc le nombre de bits qu'il contient est égal à log 2 de n plus 1. Donc, vous voyez ici le nombre pour réaliser la factorisation. Donc, c'est l'écriture qui est là. Donc, E puissance cette valeur, avec C égale 1,93. Et log désigne le logarithme népérien. Voilà. Donc, une solution peut être vérifiée en temps polynomial. Donc, il est dans un P. Donc, si on a une solution, on peut dire si c'est vrai ou faux avec un algorithme simple. Il suffit de multiplier et voir si on obtient. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, donc, il n'y a pas de preuve qu'il est dans P. Il n'y a pas de preuve non plus qu'il est dans NP complet. Et par conséquent, il n'est pas NP difficile. Voici, donc, vous voyez un exemple de problème qui n'est pas dans NP complet et qui n'est pas dans NP difficile. Voilà. Voilà. Maintenant, si on revient à la question P égale NP pour une dernière fois, donc c'est une question qui a fasciné beaucoup les chercheurs avec la question suivante. Tout problème NP ou NP complet peut-il être résolu en temps polynomial? Donc, si ceci est vrai, donc ça va entraîner un changement radical dans la science informatique. Donc, on va remettre en cause beaucoup de choses. Exemple, par exemple, tous les problèmes liés à la cryptographie qui utilisent la factorisation qu'on vient de voir sont à revoir. Parce que si jamais un jour on arrive à trouver un algorithme polynomial pour ce problème, hein, donc vous voyez, c'est un problème qui est dans NP. Hein, si on arrive à trouver un algorithme polynomial, cela veut dire que tous les algorithmes de la cryptologie deviennent vulnérables aux attaques, c'est-à-dire qu'on peut facilement décrypter. Et pour terminer le cours, donc avec une conclusion, donc les principales classes qu'on a étudiées, donc c'est P, NP, NP complet, NP difficile, donc les classes les plus importantes. Donc P, on dira que P c'est la classe des problèmes qui peuvent être résolus de manière rapide, c'est-à-dire avec un polynôme. NP, vérifié rapidement, mais résolu lentement, donc résolu avec l'exponentiel, donc c'est très lent. Mais par contre, vérifié rapidement, polynomialement. Si on prend les problèmes NP complets, donc ils sont dans NP, donc vérifiés rapidement, résolus lentement, de manière exponentielle, et peuvent être réduits
à tout autre problème NP complet. Donc ça, c'est la NP complète, définition de la NP complète. Tous les problèmes NP complets sont équivalents. Donc, on peut passer de l'un à l'autre. Et la NP difficile, ce qui est encore plus difficile que la classe NP complet, c'est des problèmes que l'on vérifie lentement. On les résout lentement. Donc, vous voyez, on les vérifie lentement. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la classe MP. Ils ne sont pas dans la classe MP. Donc, il faut un algorithme exponentiel pour les vérifier. Donc, on les vérifie lentement, on les résout aussi de manière lente et peuvent être réduits à tout autre problème NP. Donc, voilà, donc, en résumé, donc, les principales classes. Et avec ça, donc, on termine notre cours sur la complexité. Voilà, merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre.